Normalement, c'est bon. C'est comme quand on arrive dans une salle, on s'installe petit à petit, il y a le retardataire qui s'installe, qui fait du bruit, qui dérange tout le monde sur les chaises. Voilà. Donc, bonjour à tous et puis merci d'être venus dans cette conférence. Donc, nous allons pouvoir commencer. Donc, je vais vous présenter un petit peu notre projet en partenariat avec l'UNICEF et les deux intervenants. Donc, aujourd'hui, nous sommes que deux, mais nous avons fait ce projet avec aussi Léa et Louise et Louane, pardon, qui n'ont pas pu être là ce matin. Mais nous sommes toutes les quatre étudiantes en première année à l'UT d'Angers en DUT GEA. Et nous avons du coup pour objectif d'aider les enfants du Yémen et plus particulièrement de leur permettre un accès à l'éducation. Donc pour cela, nous avons fait appel à l'UNICEF qui nous a accompagnés durant tout ce projet. Pour ceux qui ne connaissent pas l'UNICEF, c'est une association qui a pour but d'aider les enfants du monde ayant des conditions de vie précaires. Ils agissent notamment dans le domaine de la santé, en luttant contre des maladies très répandues comme le sida, par exemple. Ils sont aussi préoccupés par l'accès à l'eau dans les pays en manque de ressources et par l'accès à l'alimentation. Enfin, ils soutiennent aussi l'accès à l'éducation dans le monde. Donc, pour pouvoir agir dans ce sens, nous avons ouvert une cagnotte sur Team UNICEF qui permettra de soutenir les jeunes yéménites. Donc, nous allons vous mettre le lien de la cagnotte dans la conversation directement du chat. Du coup, bonjour Madame Guillot qui est arrivée. Donc, si vous souhaitez, du coup, là, on enregistre la conférence. Donc, si vous souhaitez qu'on ne vous voit pas, vous êtes libre. Maintenant, voilà, on vous prévient juste qu'on enregistre la conférence pour la diffuser ensuite sur Internet. Du coup, donc maintenant, pour que vous compreniez mieux aussi le problème de l'éducation au Yémen qu'on a décidé de soutenir, donc on a fait appel à Oussama Al-Badani et à Habib Abdulrab Sarori. Donc Oussama Al-Badani est un médecin yéménite né en 1991. Il a fait ses études scolaires et universitaires entre le Yémen et l'Égypte. Et il est arrivé en France par le biais d'un visa étudiant et d'une bourse d'excellence, dans le but de suivre ses études universitaires de médecine. Il a obtenu ses 2 masters et attend désormais son équivalence de l'ordre des médecins pour être en capacité d'exercer la médecine en France. Et il fait également partie de la communauté yéménite en France, donc une communauté de solidarité et de soutien collectif. Concernant plutôt Habib Abdulrab, né en 1956, il est professeur d'informatique, écrivain et romancier. Il a effectué une partie de son parcours scolaire au Yémen, puis est venu en France pour suivre des études supérieures dans l'informatique et les mathématiques appliquées. Aujourd'hui, il enseigne à l'INSA de Rouen en Normandie et en tant qu'écrivain et romancier, donc il a publié de nombreux articles scientifiques, des manuels d'informatique ainsi que des œuvres littéraires en français et en arabe. Donc je pense que je me suis pas trompée, pour vous confirmer. Oui, oui, ça peut être bon. Donc bonjour à ceux qui sont arrivés. Donc maintenant, on espère que ça va vous plaire. Et on va procéder au premier quiz. Donc le lien va vous être envoyé dans la conversation, pardon. Donc c'est un quiz en fait qui va vous demander de quelle manière vous avez eu connaissance de la conférence et quelles sont vos connaissances aussi sur le sujet. Donc on vous invite à participer, à répondre au quiz. On vous laisse quelques minutes. Le temps aussi d'accueillir peut-être les derniers retardataires. Puis n'hésitez pas à nous faire signe quand vous avez terminé d'y répondre, parce que la durée peut être plus ou moins longue, mais
On pourra débuter quand vous nous ferez signe que vous avez bien rempli le questionnaire. Je n'ai pas de questionnaire, moi. Alors, est-ce que vous avez accès à la conversation ou pas? Ben oui, normalement, oui. Oui, oui, c'est vrai qu'il faut afficher la conversation. Hein, c'est juste à côté de la personne qui lève la main. Et je le voilà, et le dit Poulain, et on clique sur le form, sur le lien, et on se retrouve. Vous l'avez trouvé? Voilà, bon. moi je l'ai trouvé. C'est bon. Alors après, pour ceux qui, enfin, je veux dire les intervenants, je ne sais pas si vous y répondez, vous voulez peut-être voir à quoi ressemble le questionnaire? On peut répondre après le... Ouais. Ok, très bien. Donc après, on peut commencer si vous souhaitez. Vous pouvez Moi, commencer. c'est pas grave, je commence sur le. J'ai déjà ouvert le lien et je commence sur le questionnaire. D'accord, pas de souci. Nous avons fait le petit questionnaire. D'accord, merci. C'est bon pour vous, Monsieur Al-Badani? Oui, bah, Oui. pas de souci. On va commencer peut-être? Oui. Ouais, c'est bon. Alors, pour moi, je peux comment dire, au début, je me présente. Moi, Sam Al-Badani, je suis un médecin généraliste.
ça en Égypte et au Yémen. J'ai l'autorisation de pratiquer la médecine là-bas, mais en France, j'attends, comme vous avez déjà dit, j'attends mon équivalence de l'ordre de médecin. En fait, moi, j'étais né en Égypte, pas au Yémen, parce que mon père aussi il était en Égypte, il a fait ses études en Égypte. Après, j'ai fait quelques années en Égypte et on est rentré au Yémen. Et mon père était un prof d'université à l'université de Taïz. J'ai resté au Yémen pour 4 ans et j'ai fini le lycée là-bas. Et après, j'avais l'opportunité d'avoir une bourse de l'État, le ministère de l'éducation pour continuer mes études de médecine en Égypte, soit en Égypte, soit en Allemagne. J'avais beaucoup de choix et j'ai les fait en Égypte. Et j'ai fait mes études en Égypte et j'ai passé la révolution en Égypte et on a passé aussi la révolution yéménite en 2011. Et après, je suis venu aussi en France. Quand j'ai fini mes études en Égypte, je suis venu en France pour faire un master multidisciplinaire en Biohealth Engineering à Grenoble. C'était un mix de l'intelligence artificielle et l'utilisation de robotique dans la médecine. C'est ma présentation. Donc, on aimerait savoir depuis quand est-ce que vous faites partie de la communauté yéménite? En fait, quand je suis venu ici en France en 2018, j'ai commencé à chercher des Yéménites partout à Grenoble. J'ai pas trouvé, j'ai demandé dans l'université, j'ai demandé partout, mais j'ai pas trouvé à Grenoble. Et après, je suis venu à Paris pour un stage avec le APHP à Garches. Et j'ai trouvé qu'il y aura un regroupement des Yéménites, c'était pendant le Ramadan. Et c'était le dernier jour de Ramadan. Et il y avait un regroupement des Yéménites à côté de Tour Eiffel que j'ai trouvé en ligne sur Facebook. Et ça, depuis juin 2019, je fais partie de la communauté yéménite, mais c'est pas en communauté, comment dire, je veux pas donner pas les bonnes images. C'est pas une communauté officielle qui représente toutes les Yéménites. Non, c'est juste une communauté spontanée. Et chacun il représente lui-même. On essaye, chacun par sa capacité, d'aider des Yéménites qui viennent ici en France ou qui viennent à Paris, si tu viens de notre ville, de Lyon, de Lille, même de notre pays, de l'Union européenne. Et chacun il aide par sa capacité, par des renseignements, des fois des traductions, des trucs comme ça. D'accord, ok. Et donc du coup, plus concernant le Yémen et vraiment la guerre, est-ce qu'il était en guerre le Yémen lorsque vous avez séjourné là-bas? Moi, je suis parti en 2009 pour commencer mes études universitaires. Mais chaque été et chaque vacances, je rentre au Yémen. Je suis rentré au Yémen. En 2011 en janvier, il y avait la révolution égyptienne. Et avec la situation, l'instabilité en Égypte et le chaos en Égypte, le Yémen, le gouvernement, on a été amené par le gouvernement au Yémen et on est resté pour quelques mois, mais en février, la révolution yéménite elle s'est déclenchée aussi. Donc, alors, j'ai vécu un petit peu le début de la révolution égyptienne et après la révolution yéménite en février à Sanaa. Alors, pendant la guerre, en 2014, par hasard, en 2014, l'été, j'étais au Yémen. En septembre 2014, j'étais au Yémen et le jour, ça a commencé, on va dire, le rebelle d'entrée le capital. J'étais à Sanaa et comment dire, et notre maison, en fait,
elle est à côté de le camp le plus essentiel pour contrôler le capital. Alors, c'était les frappes aériennes et les attaques, c'était juste à côté de nous. Et alors, j'ai vécu juste quelques mois. Mes frères, mes sœurs et ma mère, qu'on dit, ont vécu toute l'histoire. D'accord, ok. Et alors, donc vous avez étudié un petit peu au Yémen. Est-ce que vous pouvez nous parler des conditions d'éducation dans ce pays depuis la Révolution? Depuis la Révolution, il n'y avait pas beaucoup de changements. Et moi, je suis parti en 2009, comme j'ai dit, mais j'ai mes nouveaux et ma nièce et mes cousins et ma cousine qui font leurs études au Yémen jusqu'à maintenant. Et après la Révolution, il n'est pas trop changé. Parce qu'il y avait toujours l'institution générale et l'institution publique qui marchent toujours. Mais après 2018, on peut dire, après 2018, il y avait comment dire, plus de changements. Plus de changements par rapport les programmes scolaires et le contenu des livres. Il y avait un essai de diriger les enfants, les nouvelles générations vers une direction spécifique. D'accord. Ça, c'est à part de les décalages des examens, les annulations des cours, des fois, à cause aussi des attaques, des frappes aériennes pendant la nuit, à cause aussi de la peur. Des parents, ils ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école à cause de ça. Okay. Et il y a beaucoup d'écoles ici qui étaient détruites à cause de la guerre, à cause du conflit. Il y a même un rapport de l'UNICEF, il y a plus de 2000 écoles qui étaient détruites par les frappes, par les attaques, ou sont plus utilisables. Oui. Plus de 2000. Oui, c'est beaucoup quand même. Je pense que oui, le chiffre a été dépassé. Je crois maintenant, le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 3700. Il y avait peut-être un moment. Maintenant, c'est 3700 qui sont plus utilisables, soit parce qu'ils étaient endommagés entièrement, soit parce que il n'y a plus d'enseignants ou les élèves ne sont pas inscrits pour des raisons différentes. Parmi ces raisons-là, donc il y a le fait que les enseignants, très souvent, ils n'ont pas de salaire. Quelqu'un qui a le ventre vide, qui a du mal, il ne pourra jamais enseigner. Donc, oui, en fait, je crois qu'on a l'occasion de parler de cette catastrophe-là, juste pour rectifier le tir et corriger un petit peu le chiffre, parce que c'est vrai, le chiffre qui a été donné est exact, mais il est très dépassé actuellement. Après, je ne dirais... Non, c'est bon de me rectifier, parce que peut-être j'ai des informations, des données sont plus ou moins anciennes. Par rapport aux salaires aussi, on parle des capitales, les villes centrales, et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais les villages, c'est même pire. Les villages, les villes qui sont pas trop centrales, pas comme les villes comme Eb, comme Sanaa, comme Aden, comme Hadramaut. Il y a des villes qui avaient même pas les moyens avant, et maintenant c'est même pire. Et par rapport aux salaires, il y en a des anciens, j'ai 4 tantes qui sont des enseignantes. Et ça fait 1 an et quelques, presque 2 ans, qu'ils reçoivent même pas de salaire. Hein? Pour les femmes, des fois, c'est pas très dur, parce que le fournisseur de famille, au Yémen ou dans notre région, c'est toujours le mari. Alors, il y a des femmes qui restent d'aller de faire des cours, même comme bénévole, d'aller de faire des cours, de donner les cours pour les élèves, parce que elles ont un désir de donner pour la nouvelle génération.
Ouais, Très il bien, faut juste aussi ajouter, en fait, le problème le fait que les profs n'ont pas leur salaire, en fait, ça a commencé il y a 6 ans, mais après, il y a des moments où ils reçoivent une aide, mais globalement, leurs salaires sont donc coupés depuis le début du putsch houtiste, Ouais. depuis l'arrivée des rebelles dont notre ami a parlé. Donc, quand ils ont occupé Sanaa, tout le mal, enfin, le dernier chapitre du mal yéménite a commencé avec ce moment tragique qui est en fait la racine du mal de la tragédie actuelle. Donc, ils ont coupé les salaires des enseignants. Donc, du coup, pas mal d'eux ont cherché un autre travail pour nourrir un peu leur famille. Mais aussi les enfants eux-mêmes, ils cherchent du travail. Ils cherchent du travail pour vivre parce que l'école n'aboutit à rien. Et puis d'autres conséquences, d'autres choses qui ont découlé de ça. Le mariage des enfants. Enfin, d'abord, pas mal d'enfants sont poussés à la guerre par les houtistes, essentiellement. Donc, les poussent sur les fronts. Et on voit des photos, et puis on voit aussi des statistiques incroyables. Il y a, à la campagne où il n'y a pas d'école souvent, les filles elles-mêmes, on les marie très tôt. C'est un moyen Donc, c'est catastrophique, parce qu'en fait, on les marie jeunes pour des raisons plutôt économiques, plus qu'autre chose. Du coup, ce qui accroît la tragédie, enfin, il y a le fait que les enseignants ne reçoivent pas leur salaire depuis 6 ans, essentiellement, ça a des conséquences incroyables, enfin, sur la qualité de l'enseignement, sur le fait que, en fait, si on prend les tout derniers chiffres, il y a à peu près 7 millions d'enfants qui doivent être scolarisés. Un demi-million, ils sont complètement privés parce qu'il n'y a pas d'école chez eux, ni de près ni de loin. À peu près 2 millions et quelques qui ne peuvent pas y aller parce que les écoles sont détruites, ou parce que les profs ne sont pas là, ou parce qu'il n'y a pas de moyens d'étudier. Et les 3,7 millions qui sont scolarisés sont scolarisés dans des écoles où les enseignants ne touchent pas leur salaire souvent, très souvent. Donc, du coup, des congés très longs, les écoles sont fermées très souvent. C'est plus qu'un minimum. Donc, c'est plus qu'un minimum, ce qui explique qu'en fait, actuellement, si en vérité, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'école, si on veut dire les choses réellement. Tous ces problèmes d'insalubrité ou des problèmes qui sont mentionnés par votre projet, ils sont des problèmes réels. Mais en fait, le problème est beaucoup plus grave que ça. Parce qu'il y a pas on peut dire que l'éducation est très, très dans un état plus que lamentable. Enfin, ça n'existe pas quasiment. Il y a de plus en plus d'écoles privées, que les houthis ont transformé les écoles de l'État en écoles privées, parce que ça fait. En fait, c'est des bandits. Tout est un moyen pour eux d'augmenter leur richesse. Et du coup, on transformé certaines écoles en écoles privées où il faut payer $150 par mois, chose qui n'est pas accessible pour les gens simples. Comme ça. Donc, il y a plusieurs volets du problème. Il y a aussi le volet du fond, parce que je pense que là, on est rentré tout de suite dans l'éducation, mais on n'a pas donné un arrière-blanc de l'historique du Yémen, de comprendre un petit peu comment était l'éducation il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. C'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose. Si je peux commencer par ça, peut-être après on verra la dimension de cette déliquescence, de ce chaos, comme disait votre collègue. Donc, en fait, est-ce que vous voulez que je commence peut-être par rappeler un petit peu l'historique du Yémen des années 50-60, et on va vite vers cette époque actuelle. Pourquoi pas? Et puis après, on reviendra à vous, Monsieur Al-Badani, si ça vous va. Si vous souhaitez, parce que ça, Oui. parce qu'on est en train de. Oui, ça m'intéresse beaucoup en fait.
on est en train de donner comment il s'appelle, une lumière sur l'état actuel, mais c'est difficile de comprendre ça si on ne voit pas le passé. Oui, c'est vrai. Ouais, donc, je vais rapidement rappeler quelques moments historiques. Le Yémen était coupé en deux. Ça, tout le monde le savait. Il y avait le Yémen du Sud, qui était colonisé par les Anglais, le Yémen du Nord, qui était à l'époque, aux années quand je suis né ou aux années suivantes, c'était dirigé par un imam, un régime féodal, arriéré, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, les Anglais, évidemment, à Aden, il y avait l'école. L'école, c'était de bonne qualité, mais c'était privé pour la ville. C'était uniquement en dehors de cas. Pour les Anglais, l'éducation n'était pas leur souci essentiel. Donc, ils ont juste développé ce qu'il faut à Aden parce qu'ils avaient une base militaire très importante. Aden était, à un moment donné, après la nationalisation du Mossadegh en Iran, est devenu même le deuxième port du monde. Donc, c'est quelque chose d'important. Tout ça, après, c'est fini. Donc, l'éducation était correcte à cette époque-là. Il y avait, donc, au nord du Yémen, il y avait une révolution contre l'imam en 1962 qui a donné une république, donc avec tout ce que ça peut imaginer. Donc c'était un pas énorme en avant, mais le poids du passé était énorme. Se sont arriérés, etc. Au Yémen du Sud, il y avait juste après une autre révolution armée contre les Anglais qui a fini en 67 par libérer le Yémen du Sud. Et on est arrivé à une république socialisante, très liée à l'Union soviétique à l'époque. Mais l'éducation était très bonne là aussi. Donc moi, je suis issu de cette époque-là, donc j'ai vécu l'école primaire avec donc où les Anglais étaient gouvernés le Yémen du Sud. Et j'ai vécu après jusqu'à la fin du baccalauréat dans un régime lié à l'Union soviétique, mais l'éducation était centrale. Donc il y avait une campagne d'analphabétisation qui était de très très grande qualité. Je crois que c'est la meilleure du monde arabe à l'époque, qui a été saluée par les Nations Unies. J'ai participé à ça parce qu'après mon bac, j'ai fait une année, ce qu'on appelle du service civil, où j'ai enseigné les maths donc au niveau de la fin du collège, donc c'est au niveau du troisième, c'est ça. Oui. Et puis parallèlement aussi, j'ai participé à une campagne d'analphabétisation. L'après-midi, on enseignait les paysans, les pauvres, les gardiens des écoles et tout, comment lire et écrire. Et puis, je peux le dire aussi, mon père était éduqué, mais ma mère était analphabète, comme beaucoup de femmes de son âge, et je l'ai enseigné moi-même. Donc après, elle m'écrivait, toutes les lettres que j'ai, c'était après une campagne d'alphabétisation, mais en privé, intime, mais à la maison. Donc l'éducation était au cœur de la vie. Au nord, bon, il y avait des régimes républicains qui ont essayé d'aller en avant. Et ils sont allés en avant surtout quand il y avait un président, c'était aux années 77, 75, 77, qui s'appelait Al-Hamdi, qui était un très bon président du Nord, qui a changé l'éducation, qui avait plein de projets de qualité. Et en fait, le mal du Yémen commence juste après sa mort, parce qu'il allait vers le sud pour faire l'unité, et puis au sud, il y avait aussi un régime du même type qui voulait l'unité, qui voulait un pays d'avant-garde progressiste, etc. On l'a tué. Ce qui l'a tué, c'était la guerre froide. C'était donc l'Arabie Saoudite, les régimes à côté, ils ont utilisé des gens de l'armée pour le tuer parce que, comme le Yémen du Sud était déjà allié à l'Union soviétique, n'oublions pas que le Yémen a une position géographique extrêmement importante sur la mer Rouge, donc ça contrôle Bab el-Mandeb. Donc il y a toujours eu des intérêts des Occidentaux et des autres du Yémen, à cause de sa place géographique, entre autres. Donc on a tué ce président, et tout le mal a démarré depuis cette époque-là, si on peut dire. Mais c'était un complot organisé soit par l'Occident et puis par les pays qui entourent le Yémen, notamment l'Arabie Saoudite. Bon, après, je vais aller vite. Donc, au sud du Yémen, il y a eu une guerre en 86. Donc, tous les acquis socialisants sont terminés.
à cause de cette guerre-là. Au nord Yémen, après la tuerie donc, ce fameux président, l'empire du mal est arrivé, le président Saleh, qui a construit un régime. Après, donc, il y a eu une unité, mais c'était lui qui est resté le président du Yémen nord et sud. Donc, c'était un qui est foncièrement mauvais, un ancien bandit, qui est devenu président de la République, qui a construit un pouvoir autour de sa famille, qui a cassé l'éducation. Tous les acquis là, du l'époque Hamdi, les acquis du Sud, sont finis. Il a laissé rentrer donc, les obscurantistes. Donc la qualité de l'enseignement a commencé à mourir à cette époque-là. D'accord. Mais les écoles étaient là. Les gens allaient à l'école, plus ou moins. Il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles écoles. Donc c'est pour ça qu'on faisait l'école par rotation. Le nombre de population a augmenté. Le Yémen maintenant c'est 28 millions. À cette époque, c'était même pas la moitié. Donc, les écoles par rotation. Donc, il y a des gens qui étudient le matin, l'autre l'après-midi. Je crois maintenant il y a 3/4 et même un quart de soir dans les écoles parce que le nombre de population augmente. Donc là, le mal a commencé à cette époque-là avec Ali Abdullah Saleh, le président là contre lequel la révolution yéménite a eu lieu. Parce qu'il a laissé rentrer les obscurantistes, le niveau, la qualité de l'enseignement a été complètement cassée, notamment au lieu d'utiliser l'école pour apprendre à penser, à étudier, c'était complètement l'opposé. C'est bon, une éducation obscurantiste, très mauvaise. Bon, il y a eu la révolution contre celui-là en 2011. Donc, après, il y avait un début, il y avait un congrès de dialogue national pour essayer de sortir, construire en tirant des leçons du passé et tout. Mais tout ça s'est cassé en 2014 par l'arrivée des Houthis qui sont alliés de l'Iran. Donc, le Yémen est devenu un théâtre d'une guerre par procuration entre l'Iran, essentiellement, l'Arabie Saoudite aussi, un rebelle yéménite interposé. Donc voilà, tout le drame actuel, toute la tragédie actuelle, toute la déliquescence actuelle a commencé le 11 septembre 2014 avec l'arrivée de ces guerriers très très... Mais en fait, ils ont comme projet de vie, c'est la guerre, rien d'autre. Ils ne savent rien faire que faire la guerre, utiliser les enfants, mourir, et rien d'autre. Ils n'ont pas d'autres projets de leur tête. Et tout le drame du Yémen actuel est lié à ce moment catastrophique, tragique du Yémen. Et donc maintenant, bon, depuis ce temps-là, ça fait que s'empirer, c'est de pire en pire. Donc on voit bien, tout à l'heure, il parlait de 2000 écoles, maintenant 3700, enfin tout est cassé quasiment, plus les maladies, donc vous avez tous entendu, vous avez entendu les Nations Unies qui dit que c'est le drame du Yémen, c'est le drame le plus tragique de l'histoire du monde actuel. Il faut dire, c'est assez simple. Si on prend comme indicateur ce qu'on appelle l'IDH, indicateur du développement humain, c'est un indicateur extrêmement important que les Nations Unies calculent tous les ans. Il y a une liste, tout le monde l'attend avec impatience à la fin de l'année, qui en fait c'est un thermomètre qui donne le niveau du pays, qui donne tout, le niveau économique, éducation, tous les paramètres sont géomètres là-dedans et puis ils sont calculés par une formule pour une équipe de 300 personnes qui fait ça par pays. Enfin, c'est quelque chose d'assez important. Le Yémen en 2005-6, où le déclin a déjà commencé, je vous ai parlé, le déclin a commencé un peu plus tôt, depuis l'arrivée du Saleh, mais ça a continué après, notamment en 1994, où les obscurantistes ont dominé tout le Yémen. C'est déjà à l'époque, le IDH du Yémen était à peu près 128 sur 189, le nombre de pays du monde. Et puis depuis ce temps-là, il ne fait que, je l'observe tous les ans, il ne fait que décroître d'une manière, dégringole d'une manière faramineuse, d'une manière inimaginable. Il était à 139 quelques années plus tard, 156 parce que je le suis après, j'osais plus
156. Et actuellement, le dernier chiffre que j'ai vu en 2017, il est à votre avis, sur 189, il est à combien? Il est à 179. Donc à 10 pas de la fin. Alors que c'était avant, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce chiffre-là, le Yémen était déjà en déclin, mais c'était au début du troisième tiers des pays qui sont, il y a les pays en avance, enfin développés, les pays au milieu qui avancent, enfin il y a une chance qu'ils s'en sortent, et les pays qui sont donc le troisième tiers qui a des grands problèmes majeurs, il faut aider, il faut s'en sortir, l'Yémen était au début, là. Maintenant c'est plutôt vers la fin. Donc, vous voyez, c'est en 10 ans, en 15 ans, un voyage vers l'enfer qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que je salue énormément ce que vous avez fait comme projet, parce que le Yémen, il y a une indifférence totale sur le Yémen. On n'arrive pas à comprendre. Tout le monde dit, d'un côté, c'est un pays fantasmé, parce qu'on parle de l'histoire de l'Arabie heureuse, on parle des choses qui font rêver. C'est en fait 3 pays en un seul au niveau richesse géographique. Il y a le nord, toutes ces magnifiques châteaux sur des montagnes, etc., autour de Sanaa et toutes les régions comme ça. Il y a toute la partie mer Rouge, mer d'Arabie, golfe d'Aden, où Arthur Rimbaud ou plein des voyageurs ont toujours rêvé d'y être. Et puis il y a le Hadramaut, le Shibam, où on a filmé le Mille et une nuits, qui est aussi un paradis exceptionnel. 3 paradis en un seul pays. Donc c'est un pays qui est très fantasmé. On dit que c'est un pays qui vit le drame le plus horrible actuellement. Et à côté de ça, il y a une indifférence totale. Et un oubli qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Si vous regardez les journaux, la télé, on parle des autres drames. Hein. La Syrie, c'est un drame incroyable. Donc, mais ça reste toujours, on en parle. Et d'autres drames aussi. Les Yémen, on n'en parle pas pour des raisons qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour vous laisser parler un petit peu après, et puis on va revenir un peu sur toutes les questions que j'ai soulevées, et sur d'autres, si vous voulez. Merci. Juste pour rajouter un petit truc sur le professeur Habib, comme elle a dit, la Syrie, c'est un autre drame. C'est comme le Yémen, les peuples, ils meurent lentement, et la Syrie, elle meurt tout de suite. Le Yémen, peut-être il n'y a pas assez de chiffres comme en Syrie, mais chaque jour, il y a des morts, des maladies qui sont repliées partout. Mais le Yémen, jusqu'à maintenant, le choléra, des autres maladies, ils sont toujours là. Le corona, il a fait une catastrophe au Yémen. Il n'y avait même pas des trucs, des gestes barrières, il n'y avait même pas de respect de porter des masques et des vaccins. Et j'ai ma femme qui est à Aden hier pour prendre des vaccins. Et il y avait peut-être 20 personnes dans la même chambre pour prendre le vaccin. Pas de masque, pas de rien, et pas de ressources, pas de tout. Alors chaque problème juste rajoute sur la catastrophe qui est toujours là. C'est vrai que oui, il y a beaucoup de problèmes. Après, nous, on va revenir vraiment sur l'éducation, même si c'est vrai que c'est très intéressant de connaître les autres problèmes. Donc, Monsieur Al-Badani, on aimerait savoir si vous pouviez nous raconter votre expérience d'éducation que vous avez eue au Yémen. Moi, j'ai passé le lycée plutôt au Yémen. Nous, l'éducation au Yémen, c'est divisé, je ne sais pas si c'est comme France ici. Il y a 6 ans d'école primaire, et après le collège, 3 ans, et après le lycée, 3 ans. Et moi, j'ai passé le lycée au Yémen. Pour moi, de 2007 jusqu'à 2009, moi, j'avais la chance de faire des études dans une école privée. Alors, je n'ai pas l'expérience dans l'école publique, mais par rapport à la qualité et l'enseignant qu'on avait dans notre école, c'était toujours les profs des écoles publiques. Alors, les profs, ils étaient les meilleurs toujours dans les écoles publiques. Mais par rapport la discipline et tout, l'école
public. Et il n'y avait pas trop de surveillance sur les étudiants, sur leur avancement, leur progrès, comment dire, par rapport à l'école privée. Pour moi, l'école au Yémen, c'était les meilleures expériences parce que où j'ai habité avant, c'est toujours les cours privés. Vous comptez sur les cours privés. Vous allez à l'école, mais vous étudiez pas beaucoup, mais vous comptez sur les cours privés à la maison. Vous appelez un enseignant et il vient chez vous pour vous donner les mêmes cours. Parce qu'il n'y avait pas de concentration sur l'éducation à l'école. Mais au Yémen, où j'avais fait des études, on a tout fait à l'école et vous rentrez chez toi juste pour réviser. Alors ça, pour moi, c'était trop bien et pour moi, c'était aussi en partie, on va dire, en partie morale, en partie familiale, parce que je viens d'arriver de l'étranger. J'ai aimé trop l'environnement, ma culture et tout ça. Et à notre partie, il y avait une concentration au Yémen sur les études un petit religieuses, sur la religion, le Coran. Et ça, c'est une autre chose, mais ça m'intéressait aussi. Parce que où j'habitais avant, c'était pas le cas. C'est pas un cours essentiel. D'accord. Donc, comment est-ce que vous diriez que votre scolarité, en fait, dans ces conditions, malgré que les établissements, il y a la guerre, tout ça, vous l'avez plutôt bien vécu, votre scolarité au Yémen? Comment? J'ai pas entendu. Malgré qu'il y ait la guerre, que les établissements soient détruits, vous avez plutôt bien vécu votre scolarité au Yémen? Oui, moi, je suis parti après en 2009, mais pour ma famille. Allez-y, monsieur Habib. La guerre, c'est ça. Comment? J'ai essayé juste de corriger. C'était avant la guerre, vous avez dit, c'est ça? Vous avez étudié là-bas? Oui, de 2007 jusqu'à 2006 jusqu'à 2009. C'est avant la révolution, avant la guerre. Pour moi, c'était une école privée aussi, quand j'ai dit. Mais maintenant, j'ai mes nouveaux et ma nièce et mes cousins et mes cousines qui font les études au Yémen actuellement. Et la situation est, est terrible et catastrophique. Et on va dire, elles font peut-être en totalité peut-être 3 mois d'études. Et après, il y a des jours qui sont annulés, des jours, des examens décalés. S'il y a les examens de premier semestre, peut-être que c'est annulé. Ou si elles font les examens de premier semestre, des fois, c'est compté aussi pour toute l'année. C'est-à-dire, il y a beaucoup de cours et des parties pédagogiques qui sont annulées. Et ça, c'est une catastrophe. Une autre catastrophe, le programme pédagogique est coupé en moitié. D'accord. Et est-ce que vous savez s'il y a des enfants prioritaires pour avoir accès à l'école ou pas? Par exemple, est-ce que c'est plutôt les garçons ou est-ce que tout le monde y a accès ou... Normalement, avant, oui, les garçons étaient plutôt prioritaires, mais normalement, elle existe plus à grande échelle. Mais avec la situation, comme le professeur Habib il a déjà mentionné, avec la situation maintenant et l'école publique qui était, qui était utilisée par les rebelles, pour gagner l'argent, pour augmenter leur richesse. Et c'est logique que les personnes aisées ont des meilleures chances d'obtenir une éducation parce qu'elles ont le moyen d'entrée leurs enfants dans une école privée. Et par rapport les sexes, les garçons ou les filles, comme les garçons, et ça c'est mon point de vue, comme les garçons sont vus au Yémen comme les fournisseurs dans la future, les fournisseurs de famille, et à côté de le père,
si la famille n'ont pas les ressources pour mettre leurs enfants, en fille et un garçon, à l'école, elles vont favoriser le garçon. Mais la mentalité actuelle au Yémen, ils préfèrent d'éduquer leurs enfants, peu importe les sexes. Les filles comme les garçons, les gens sont, comment dire, sont plus ouverts pour donner une éducation pour tous leurs enfants. Mais si la situation n'est pas assez il n'est pas assez bon pour mettre 2 enfants à l'école, ils vont toujours favoriser le garçon. D'accord. Ouais. Mais dans une situation où les écoles publiques sont ouvertes, c'est toujours tous les enfants sont à l'école, peu importe les sexes. Ok. Je ne sais pas, est-ce que le professeur Habib est d'accord avec... C'était avant, oui, peut-être c'était avant, c'était les filles, elles ont parlé beaucoup de choix d'aller à l'école et tout, mais maintenant, c'est pas le cas. Et on a, comment dire, pour moi, on a un grand exemplaire par Madame Tawakkol Karman. On est le seul pays dans la région qui a le prix de Nobel pris par une femme. Madame Tawakkol Karman. Elle a pris le prix de Nobel il y a quelques années. Oui. Donc, je veux juste ajouter des choses, rebondir sur ce qu'il dit Oussama. Oui, et puis, oui, il a soulevé quelque chose qui est très intéressant. En fait, il y a une rage d'apprendre. Et ça, parlons par les choses positives. Chez les gens, toutes les régions autour de Thèse dont il fait parler, à Aden, à Sanaa et partout, il y a cette rage d'apprendre qui est incroyable. Moi, j'ai des étudiants ici, enfin, je connais un peu les deux côtés. Je sais que mes étudiants français, etc., bon, ils apprennent, ils avaient toute une tradition scolaire, mais je n'ai pas vu souvent cette rage d'apprendre qui existe chez quelqu'un qui vient d'une campagne ou d'une région pauvre, qui a pas donc il y a pas de conditions, pas de choses pour apprendre. Et je l'ai vu là-bas. Et d'ailleurs, j'en ai aussi profité un peu parce que si j'ai le droit de dire un petit mot sur mon parcours, donc après le baccalauréat et après mon année civile, en 1976, je suis arrivé en France avec une bourse française pour étudier ici. Donc pendant une année, j'ai appris la langue, comme tout le monde. Donc on connaissait quoi? 2 mots, bonjour, merci. Et puis bon, après, j'ai appris la langue. Et puis quand j'ai commencé l'année scolaire, la première année de la fac, c'était en 78. Donc à l'époque, ça s'appelait la première année de la fac, ça s'appelle le DOG. C'est une première année où il y avait beaucoup d'étudiants du monde entier et tout ça, mais il y avait beaucoup de sélections. Donc on était 300, il fallait que 50 seulement passent en 2e année. Et c'était pas facile pour quelqu'un qui venait de moi. Et pourtant, le programme était un programme un peu calqué sur le programme de l'Égypte. Donc je vous ai dit à l'époque que l'éducation était correcte. C'est une éducation d'un pays du tiers-monde qui veut s'en sortir. Donc on apprenait les maths, on apprenait tout, sauf que les maths que j'apprenais là-bas, c'était pas les maths modernes. Tout ce qui est théorie d'ensemble et tout ça, on ne l'avait pas encore du tout introduit à l'école. Donc, arrivé ici, j'avais envie de faire des maths, pour faire d'abord des maths, et puis après, on verra ce que ça donne. J'étais très largué dans mon année là-dessus. Eux, ils avaient tout leur lycée, c'était autour des maths modernes. Il fallait rattraper tout ça, c'était pas évident. Donc, j'avais 5 matières. Donc, je me suis dit, j'ai laissé 3 matières pour le mois de septembre, et faire les 2 matières qui ont les meilleurs coefficients pour faire après pendant les vacances, les 3 matières qui restent. Je l'ai eu au mois de septembre, la première année, mais après, donc, ça a progressé très vite. Donc, à partir de la 2e année, j'ai eu des mentions, et puis j'ai eu ma première thèse de doctorat en 87, et juste 4 ans après, c'était une période très courte,
j'ai passé l'habilitation à diriger des recherches qui permet d'être professeur des universités. Et j'ai été nommé professeur des universités à 35 ans et demi, qui était un record à l'époque. Mais c'était grâce à cette rage d'apprendre que j'avais acquis là-bas, au Yémen. C'est pour se dire que quand on est privé de beaucoup de choses, il y a cette volonté parfois très forte, qui a beaucoup d'avantages pour aller vite. Donc, dommage, et tout ça au Yémen, c'est complètement coupé maintenant, cette rage d'apprendre est donc, je dirais pas morte, et elle est complètement détruite par le vécu. Le vécu, il est beaucoup plus catastrophique, parce Oussama disait c'est une mort lente. C'est vraiment une mort lente, mais plus que ça, parce que les chiffres affluent, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est une mort tous azimuts, économique, sociale, à tout point de vue, notamment éducationnelle, parce qu'il a parlé du contenu de l'éducation, dont j'ai envie d'aller plus loin, sur le contenu de l'éducation, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'on peut avoir des écoles, on peut avoir plein d'étudiants qui s'y apprennent à ne pas réfléchir, s'y apprennent à devenir bêtes, à devenir mauvais, c'est plutôt, faut plutôt être ignorant dans ce cas-là, enfin avoir l'ignorance naturelle que l'ignorance apprise. L'ignorance apprise à l'école est pire que l'ignorance qu'on a donc, quand on n'a pas accès à l'éducation. Donc actuellement, le problème majeur, le contenu de l'éducation a beaucoup changé. Il l'avait dit Oussama, mais je vais un peu plus loin. Déjà, il avait changé à l'époque ce fameux Saleh, qui était un mafieux au pouvoir, qui a cassé le Yémen, qui a gouverné pendant 33 ans. Il a laissé tous les obscurantistes s'occuper de l'essentiel. Donc, c'était déjà la première mort. Mais la mort actuelle est encore pire avec le bandit, parce qu'on apprend, en fait, ce bandit est basé sur une idée raciste. Ils disent que eux et toutes les familles du même type sont issus du prophète Mohammed. Supérieur. Voilà, c'est une race supérieure. Et on enseigne les étudiants les dires et les saloperies de ces botchistes, cette secte, ou ce qu'on appelle, donc, il s'appelle Hashimite, enfin, il donne des noms comme ça pour avoir des. Et on enseigne aussi ce qu'on appelle les discours du chef actuel ou de son frère qui a été tué à l'époque du Saleh. Et on enseigne des choses, mais c'est affreux de voir ce qu'il y a là-dedans. C'est plus que l'ignorance apprise, c'est des idées dangereuses, racistes. Enfin, c'est tout ce que l'éducation ne doit pas enseigner. Donc, du coup, ça fait une couche de problème en plus. Ok, l'éducation, c'est un moyen d'apprendre les chiffres, à additionner, à soustraire, à finir par une profession à la fin. Mais si à côté de ça, on apprend le djihad, aller mourir, aller tuer, et puis des idées obscurantistes, c'est encore pire. Et ça, malheureusement, ça a commencé à l'époque de Saleh, et ça continue encore plus maintenant avec ces houthis. Sur l'histoire de priorité garçon-fille, je crois que Oussama l'avait dit, il n'y a pas de distinction a priori au début. Tout le monde envoie les garçons et les filles à l'école. D'ailleurs, les filles ont des meilleurs résultats. Donc c'est assez vrai. C'est vrai, non? Mais après, ça se complique. Quand on arrive, quand on n'est plus, il y a certaines familles qui empêchent les filles d'aller plus loin de leurs études. Il y en a qui les marient de plus en plus tôt, pour des raisons économiques souvent, malheureusement. Et puis voilà, donc ça c'est juste des remarques que je voulais ajouter à ce qu'il a dit Oussama. C'est très bien. Alors maintenant, plus des questions pour vous, justement, Monsieur Abdelrahman. Dans quel état est-ce qu'ils se trouvent les établissements scolaires au Yémen? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, donc, bon, d'abord, moi, j'allais au Yémen tous les ans, soit pour des visites familiales, soit pour des visites universitaires,
soit pour la littérature, parce que j'ai écrit, comme vous avez dit au début, et puis j'avais un contact permanent et continuel. Depuis la guerre, c'est coupé. Mais on reste en contact total avec nos familles, avec les amis, donc au jour le jour, on suit tout ce qui se passe. Si on regarde les photos envoyées ou les journaux, ou tout ça, on voit plein des écoles qui ont été détruites par la guerre. Soit, par exemple, si je parle d'Aden, quand les Houthis sont venus sur place, ils ont bombardé pas mal de choses, ils voulaient occuper Aden, après ils étaient rejetés d'Aden. Aden était libéré de tout le sud et une partie du nord. Donc aux écoles à Sanaa et toutes les régions qui sont aux mains des Houthis, c'est encore pire parce qu'il y a aussi les frappes saoudiennes qui empirent les choses, qui parfois touchent les écoles également. Plus dans ces régions-là, la situation est encore pire parce que, comme on a dit, on ne touche pas les salaires, donc à peu près le tiers des enseignants ne touchent pas le salaire depuis 6 ans, d'autres, il y a quelques aides, parfois l'UNICEF aide, je remercie donc ceux qui représentent l'UNICEF ici, et puis d'autres aides qui viennent des pays voisins, parfois. Mais globalement, c'est donc soit on voit des écoles qui sont trouées, des élèves 80 par classe, c'est quand même quelque chose qui dépasse toutes les limites. À mon époque, c'était 30 par classe. Et je crois, au pire des cas, j'ai vu que c'est arrivé à 40 à des moments donnés. Mais je n'ai pas vu plus que ça. Maintenant, ça arrive. Et puis, il étudie dans des conditions, il n'y a plus de chaises, il n'y a plus du table, ils sont au sol. Je crois parler de l'insalubrité là-dessus, c'est presque une question aristocratique là-dessus. Parce qu'il n'y a rien finalement. D'accord, l'insalubrité, ça commençait déjà à l'époque du Saleh. J'ai vu des écoles à l'époque, c'est catastrophique. Hein, mais maintenant, on n'est plus là. Donc, il y a ces questions-là, c'est des questions du luxe. Si on parle, il n'y a plus de. Quand il n'y a pas de classe, quand il n'y a pas de chaise, du table, on peut imaginer la suite. Donc, si on regarde le déclin, à mon époque, les écoles étaient de bonne qualité, il y avait un journal de l'école, il y avait des équipes qui font du théâtre, c'était des écoles où il y avait une envie, une rage d'apprendre, mais une rage aussi de briller, de participer à la vie. Donc, quand on voit comment cette évolution-là, cette courbe qui dégringole d'une manière inimaginable, ça dépasse. Donc, on est plus que triste donc on trouve pas ces mots facilement parce qu'en fait, c'est un déclin permanent. Actuellement, donc, si on continue à parler un peu actuellement, comme disait Oussama, l'ensemble du nombre de semaines où les étudiants étudient, s'il dit 3 mois en tout, je pense que c'est déjà pas mal. Oui. Il y a trop de coupures, trop d'arrêts, et puis les arrêts sont d'origine différente. Soit les enseignants ne sont pas là, soit il y a pas d'électricité à l'école. À l'époque où il fait très chaud, donc je ne sais pas si vous avez imaginé la situation. Et puis les étudiants eux-mêmes, à quoi bon d'étudier finalement, parce que ça amène, il n'y a rien au bout, personne ne voit le bout du tunnel, plus les maladies. À l'époque du Covid, donc il y avait un arrêt quasiment tout le temps. Les écoles étaient fermées quasiment tout le temps. Mais il n'y a pas que le Covid, il y a le choléra qui a tué je ne sais pas combien de dizaines de milliers, d'après les chiffres officiels des Nations Unies. Il n'y a pas aussi que le choléra, tout en fait. Donc en fait, l'état actuel, que ce soit au niveau éducationnel ou au niveau économique, social et tout, est reflété par le chiffre. Là, je vous ai dit, l'IDH, on était à 128 quand j'avais commencé à regarder ça il y a 15 ans. Et on passe de 128, je ne sais pas si vous imaginez, à 179. C'est-à-dire il reste encore 10 pays, un peu peut-être pire.
Et c'est en peu de temps, parce que quand on voit les chiffres, les pays restent toujours autour. Donc il y a un pivot, ils tournent autour d'un pivot, ils montent 2, ils descendent 3. Mais là, c'est catastrophique. Et ça explique tout. Ça explique parce que dans le IDH, il y a l'éducation, il y a l'économie, il y a l'état au niveau santé, donc les soins, tous les paramètres, c'est un thermomètre sur le niveau du bonheur de quelqu'un, enfin, du lambda d'un pays. Et ces chiffres disent beaucoup de choses. Maintenant, si je parle de mon expérience avec, donc j'allais après en étant enseignant ici régulièrement, parfois je donnais des cours à l'université un petit peu, parfois je visite aussi des écoles, et donc j'ai vu tout le déclin. J'ai vu par exemple, quand ISL est arrivé au pouvoir, il a donné, comme j'ai dit tout à l'heure, la main à des obscurantistes vraiment qui étaient assez liés à Al-Qaïda, donc ils ont cassé l'éducation tout de suite. Je discute avec ma nièce sur ce qu'ils apprennent, sur ce qu'ils font. Elle me raconte des choses qui sont des mythes, mais qui sont des mythes qui sont. Ils prennent ça comme une histoire vraie. Vous imaginez, quand on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, on est nourri par des mythes. On est coupé du monde. Avant, à mon époque, quand j'étais au collège et un petit peu avant, on apprenait un petit peu un petit peu de l'histoire grecque, l'histoire du monde, l'histoire donc Spartacus, les esclaves, enfin la vie, l'empire romaine, etc. On apprenait un petit peu tout ça, mais même en résumé, on avait une vision du monde, de l'histoire du monde. Il n'y avait pas de place pour les mythes, pour les choses comme ça. Maintenant, non, on les nourrit du mythe, d'une histoire fausse. Du coup, ça crée une base donc, qui donne des enfants qui vont après virer très vite vers tout ce qu'ils souhaitent, ces obscurantistes. Évidemment, il y a des familles qui combattent ça, il y a des gens qui ont étudié comme moi, mes soeurs, mes frères et d'autres qui veulent qui passent le contre-courant, qui combattent ça, mais c'est difficile. Donc, lui, il a déjà instauré ça. Donc, je discutais avec elle, je lui apprenais plein des choses stupides, et puis la place de la religion était devenue très importante, alors qu'à mon époque, c'était une place minimale. On apprenait juste, maintenant, à la place des cours sur les Grecs, les Romains, on apprend à retenir par cœur des sourates de je ne sais pas combien de pages. Donc, la qualité de l'éducation a changé complètement. Et maintenant, on est encore à un stade pire encore avec les Houthis et les rebelles, où on apprend des choses qui sont dangereuses, racistes, ségrégationnistes, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On parle rarement du contenu. On s'en fiche quasiment du contenu, même quand on parle de l'éducation, même les organisations internationales et tout, quand ils parlent d'éducation au Yémen, ils parlent d'éducation comme si on ouvrait seulement les écoles et si on continuait normalement, tous les problèmes seront résolus. Non, il y a aussi un effort à faire sur le contenu. Il faut quelque chose qui empêche sortir des générations complètes qui on a fait un lavage du cerveau. Et ça, c'est grave. Pour moi, c'est même, je dirais, c'est ce qui me fait le plus mal, finalement. Parce que j'ai vu toute cette époque-là, j'ai vu une éducation qui était radieuse, qui a créé cette rage d'apprendre. Quand on était au lycée, à votre âge, on croyait que le monde nous appartenait. Donc, on avait tous des projets de notre tête, des envies de faire plein de choses. Et tout ça, maintenant, quelqu'un qui est à votre âge, il n'osera même pas penser à des choses comme ça. Il va penser, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, qu'est-ce qu'on va manger demain, tout le reste, il n'a plus d'importance. Tout le reste, ça devient un pro des questions aristocratiques du luxe. Donc voilà, c'est pour ça que j'apprécie énormément que vous regardez cette question-là et puis essayez de parler un peu de tout ça. Parce que ça nous ramène sur cette indifférence que l'oubli du Yémen actuel, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre.
Bon, évidemment, il y a des raisons parfois un peu universelles, un peu objectives. On a parlé un peu des réseaux sociaux, les déluges d'informations. Tout le monde est envahi tous les jours par 3000 problèmes, donc il n'a pas le temps à étudier ou à s'intéresser à quelque chose. Et chaque problème efface l'autre. Ça, c'est d'accord. Je veux bien que c'est vraiment objectif. Mais il y a aussi des choses qui on a laissé les questions du Yémen aux pays voisins. Les pays voisins, ce n'est pas les pays progressistes, ce n'est pas les pays qui ont des projets d'une vie égalitaire au niveau homme-femme, ou ce n'est pas les pays enviables, généralement, notamment l'Arabie Saoudite. Ok, il y a des progrès actuels, mais ça reste le fond, ce sont des dictatures où l'homme n'a pas d'existence. Ok, le niveau de vie est élevé et tout, mais au Yémen, au moins au Yémen, depuis les années 90 et après, les gens sont pauvres, mais il y avait un pluralisme de la société. Il y a des communistes, des socialistes, enfin, je parle avec des termes que vous connaissez. Il y a des nationalistes, enfin, il y a un débat d'idées. Les gens pouvaient écrire ce qu'ils voulaient, ils sont un peu là-dessus. Donc, ils peuvent changer du parti, ils peuvent se sentir un peu. Là-bas, non, on ne peut pas dire, on est d'accord, on touche. Je parle des pays du Golfe et tout, ce salaire, mais il n'a pas d'existence en tant qu'individu. Au Yémen, il existait de toutes ces périodes-là. Il pouvait dire non, il pouvait faire des révolutions, il pouvait faire tomber des chefs d'État. Mais actuellement, c'est très compliqué. Je vous dis, quand on est complètement affamé, on n'a pas le temps de penser. Puis ces butchistes, quand ils sont arrivés, tout de suite, ils ont rejeté tous les opposants. Les opposants se trouvent maintenant partout. Au Caire, dans le monde arabe, en Occident, dans beaucoup de pays. Donc, du coup, tous ceux qui sont sur place, ils essayent de survivre. En essayant de survivre au jour le jour. On ne peut pas aller trop loin, d'accord, dans la pensée, etc. Donc voilà, ce que vous avez réussi à mettre le doigt sur cette question-là, j'apprécie énormément. J'étais étonné quand j'ai vu votre message. Je me dis, mais il vient d'où ces deux filles-là, ces quatre filles? Je ne comprenais pas. Parce que si on regarde des chaînes, la TV5 ou d'autres, on va parler toutes les semaines des questions du monde importantes. Mais est-ce qu'on parle du Yémen? Non. Ici, on parlait du Yémen, il y avait 2 mois ou 3 mois, on a parlé un peu du Yémen, un peu. Mais après, c'était juste pour certains objectifs politiques, et puis après, c'est fini. Donc, on continue à vendre les armes aux pays voisins, du coup, c'est rentable. Donc, les pays occidentaux et d'autres vivent de cette guerre-là. Et en plus, ils ne perdent rien, parce qu'avant, quand on perd des soldats, oui, tout de suite, on est obligé de revenir en arrière, de repartir. Vous voyez tous les cas qu'on connaît, que ce soit au nord d'Afrique, que ce soit au Proche-Orient. Dès qu'il y a une perte importante, la population n'est pas contente, et du coup, on quitte le pays et c'est fini. Vous voyez, maintenant, on perd personne, parce que c'est entre rebelles yéménites, mais c'est une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, un rebelle interposé. Et les pays occidentaux ne sont que bénéficiaires de cette guerre-là. Des milliards de ventes d'armes. Donc, le problème est vraiment catastrophique. Et puis, attirer l'attention, même avec les limites de cette conférence-là, de ce dialogue, ça reste quelque chose qui mérite d'être salué, mais plus que ça. Il est salvateur, il est pour moi salutaire, mais plus que ça. J'y croyais pas quand j'ai reçu l'invitation. Merci. Mais il n'y a pas de quoi. Ça nous fait plaisir aussi que vous nous racontiez votre expérience. Ça, on apprend aussi des choses. Et est-ce que l'un d'entre vous, peut-être l'un ou l'autre, comme vous le souhaitez, pourrait nous parler du chemin pour aller à l'école? Est-ce que c'est dangereux avec la guerre et tout ça? Et peut-être que vous avez des retours? Oussama, tu veux dire quelque chose ou je parle, je dis un petit... Non, allez-y après moi, je peux rajouter. Ouais. En fait, il y a une photo qui circulait sur les réseaux sociaux qui était hyper intéressante. Un gamin qui allait à l'école, il y a un autre gamin de son âge, ils avaient 9 ou 10 ans. J'aurais dû garder cette photo-là, mais qui a son Kalachnikov, qui part à la guerre.
les deux, chacun regardait l'autre. Et les regards disent beaucoup de choses. Ça serait, ouais. Donc, on voit bien que l'angoisse de celui qui a son sac pour aller à l'école, il est perdu. Et l'autre aussi, il est perdu parce qu'il est envoyé à la guerre alors qu'il avait 10 ans. Donc, cette photo résume un petit peu enfin, ça répond bien à votre question. Évidemment, il y a une angoisse de sortir de chez soi en permanence, parce que les milices sont partout, au nord comme au sud. Même le nord libéré des Houthis, Aden, est gouverné par des milices. Tous les milices, ils sont des aides, des entraides des pays voisins, donc du coup, les intérêts des pays voisins sont sauvegardés par des milices. Et au nord, c'est encore pire, enfin au Sanaa et puis toute la région qui est occupée par les Houthis. Là, donc les milices ce qu'on appelle Ansar Allah. On met la religion pour tuer les gens, pour gouverner. Donc, là, la peur est encore double ou triple, parce qu'il y a une peur de ces milices, mais il y a une peur aussi des interventions armées de l'Arabie Saoudite et d'autres. Et puis, c'est une peur omniprésente parce qu'il n'y a pas d'État. Quand il n'y a pas d'État, tout peut arriver. On a peur de sa maison, enfin de perdre. Et puis après, tous les jours, le nombre de morts qu'on entend, que ce soit des morts dans les guerres, que ce soit des morts dans les maladies ou tout ça, ça crée un état d'angoisse permanente. Et puis, un état d'angoisse permanent, et les gens vivent. Donc, aller à l'école, c'est presque clandestin. On y va, ok, quand on y va, généralement, on revient parce que soit les enseignants ne sont pas là, soit il n'y a pas d'école aujourd'hui, soit ce sont des vacances prolongées. Donc, c'est chaotique. Et le mot n'est pas suffisant, n'est pas assez fort pour le dire aussi. En fait, juste encore pour aller à l'école et la situation là-dessus, on parle toujours sur les gens qui sont bien situés, qui sont dans leur ville. On n'a même pas parlé des gens qui sont déplacés, qui sont forcés de sortir de leur ville, qui sont obligés de sortir, comment dire, spécialement la ville de Taïz. Il y a beaucoup de gens qui sont, forcés, obligés de sortir de Taïz, et le système scolaire n'était pas capable d'adopter les enfants. S'il y a un enfant qui sort de la ville de Taïz, il vient à Sanaa ou il vient à Ib, c'est la ville à côté des systèmes scolaires, et il n'a pas d'idée de comment il va réagir avec lui. Et juste, il perd l'année. Et on ne sait même pas, ils habitent où, est-ce qu'ils ont le moyen de vivre. Pour ça, je dis, on parle des gens, des étudiants, des élèves qui sont dans leur ville. C'est pas le meilleur cas, mais c'est même pire pour les gens qui sont déplacés, oui, qui sont vraiment forcés. Il a soulevé un problème très important, Oussama. Excuse-moi, je veux juste dire un petit mot là-dessus. En fait, les déplacés. Il y a 3 millions de déplacés, 3,1 millions de déplacés. Et ceux-là, on va d'école, forcément. 3,1 millions de déplacés, c'est un chiffre hyper important. Donc, il faut ajouter au malheur du Yémen, on doit ajouter une chose. En fait, c'est un pays qui a une prison à ciel ouvert. Parce que les Yéménites, ils ne peuvent pas quitter la guerre facilement. Parce qu'ils ne peuvent pas. Les pays voisins, il y a un mur invisible. On ne peut pas le dépasser. Donc, c'est des pays qui n'acceptent pas les réfugiés. Est-ce que vous avez entendu parler des réfugiés syriens qui sont partis en Arabie Saoudite alors qu'ils ont tous les moyens? Donc, c'est des pays fermés. Il y a un rideau de fer contre tous ces pays-là. Et en dessous, il y a la mer d'Arabie. Mais partir vers Djibouti ou vers la Somalie, c'est partir d'un enfer à un autre enfer, parce qu'il y a des guerres aussi là-bas. Et déjà, le voyage en soi, il est un voyage périlleux, parce que il y a des blindes, des bandits partout, de partout, qui essayent d'arrêter certains bateaux pour en profiter. C'est pas du tout sécurisé. Oui, absolument, c'est pas sécurisé du tout. Donc,
Donc, vivre dans un pays, dans une prison à ciel ouvert, dans un pays qui est clair, donc, parce que dans d'autres questions proche-orientales, il y a un moyen parfois de fuir. Puis on démarre une nouvelle vie, comme c'est arrivé pour des Syriens, d'Afghans ou d'Irakiens, de beaucoup de pays du monde. Au Yémen, on n'a même pas ce privilège, si on appelle ça privilège. Donc, vous voyez, c'est sa situation géographique, c'est une épée à deux tranchants. D'un côté, c'est stratégique. On lie toute l'Asie du l'Est avec l'Europe, puis on est là pour Bab el-Mandeb, qui est un point, le centre, le nombril du monde, si on peut dire. On contrôle tout le passage de l'Est à l'Ouest, et inversement. Du coup, il y a eu toute l'histoire du Yémen, il y a eu toujours beaucoup d'envie, des gens qui ont voulu coloniser, etc. Mais d'un autre côté, on paye aussi le malheur d'être entouré par une situation géographique comme celle-ci. Des pays du pétrodollar qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont jamais envie d'aider le Yémen ou de rentrer dans des projets de toute la région pour que tout le monde se sorte, parce que le Yémen a beaucoup de population, il doit aussi apporter beaucoup de choses à ces pays-là. Et inversement. Mais donc, vous voyez, les malheurs sont accumulés, il y a des couches et des couches du malheur que ce pays porte depuis des siècles. Et donc, elle est passée ce qu'on appelle l'Arabie heureuse à l'Arabie très malheureuse, voire plus que ça. En fait, juste pour donner le vrai image les citoyens yéménites, tous les citoyens yéménites, tous les gens, ils sont vraiment intéressés de intégrer leurs enfants à l'école, de donner leurs enfants une bonne éducation. Ils sont vraiment passionnés par ça. Mais ni l'Européenne, ni l'Arabie Saoudite, on ne parle même pas de l'État de gouvernement légitime, parce que ça n'existe presque pas. C'est quasiment, il n'y a pas de contrôle sur l'État. Alors, l'Européenne, l'Arabie Saoudite, la coalition menée par l'Arabie Saoudite, ils ne sont même pas intéressés de bouger les nouvelles générations, de avancer le pays. Ils sont juste là pour leurs bénéfices. L'Arabie Saoudite et des pays à côté, ils sont contents avec la situation actuelle. Ils étaient même contents avec la situation pendant l'époque d'Ali Abdallah Saleh, parce qu'elle paye moins d'argent, mais maintenant elle perd beaucoup d'argent pour la guerre, par rapport aux frappes aériennes et l'argent qu'ils utilisent pour acheter l'armement et tout. Pour ça, c'est vraiment bizarre qu'il y a presque 80% de citoyens qui sont pour en éducation, pour en vie, comment dire, plus égale, pour en vie, comment dire, plus avec plus de lumière, mais il y a même pas 10% même pas 10% de population, c'est eux qui cassent tout, qui détruisent l'État. D'accord, merci. Alors, du coup, juste une dernière question qu'on aurait avant de passer aux questions des participants pour vous. Ce serait, donc tout à l'heure, vous avez parlé d'un écolier qui allait plutôt, lui, faire la guerre. Donc, en fait, on aimerait savoir si les enfants qui ne vont pas à l'école, est-ce qu'ils sont forcés de travailler ou, comme vous le dites, de faire la guerre? Est-ce que vous pourriez nous en parler, chacun votre tour, ou comme vous le souhaitez? En fait, Oussama, vas-y. Non, allez. D'accord. En fait, ça dépend déjà de la région. Parce que les régions qui sont gouvernées par les Houthis, ils ont une situation spéciale. Je parle du Sanaa, comment il s'appelle, la majorité de l'ancien Yémen du Nord. Et puis le reste, avec le Yémen du Sud, l'ancien Yémen du Sud,
c'est une autre situation. Pour les partis gouvernés par les Houthis, oui, il y a beaucoup d'enfants qui vont à la guerre et la mort, les statistiques sont effroyables quand on voit comment on pousse les enfants à aller à la guerre. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer parce que c'est, comme j'ai dit des débats, les putschistes n'ont pas d'autre projet que la guerre, la mort. Ils ne peuvent pas vivre d'autre chose. Ils ont donc l'éducation, ils sont contre, enfin, à part apprendre les discours de leur chef ou de l'ancien chef, qui sont des analphabètes incroyables, des incultes, pardon, incroyables, qui sont même des obscurantistes dangereux. Donc, ça, c'est la situation. On flatte ceux qui vont au front, on leur donne les diplômes tout de suite. Si on va au front, donc on a 95 sur 100, la meilleure note, même si on n'était pas présent durant des années. Donc, on adule la mort, et puis on encourage les enfants. Évidemment, pas les enfants de ces gens-là. Ces enfants, eux, ils vont partir soit étudier à l'étranger, soit ils sont protégés entièrement de tous les maux. Donc là, c'est l'empire du mal, disons, cette région-là. L'autre région, il y a moins d'enfants qui vont à la guerre, c'est lié souvent aux besoins économiques. Donc, c'est plus facile d'aller à des milices, faire partie d'une certaine milice pour gagner de l'argent et puis pour faire nourrir un peu ses parents et puis ses frères et sœurs. Mais c'est pas, comment ça s'appelle, c'est pas boosté par l'État, c'est pas boosté par le pouvoir local. Donc, du coup, les statistiques ne sont pas les mêmes. Il y a aussi des enfants de l'autre côté qui vont à la guerre, mais beaucoup, beaucoup moins que les enfants de les régions houthiste, dans lesquelles il n'y a pas d'autre projet que la mort et la guerre. Après, bon, il y a tout le reste. Ça, c'est parce qu'on parle donc, pareil, de les régions gouvernées par les houthiste, on pousse de plus en plus au mariage jeune des filles. Ça résout un problème économique pour la famille. C'est beaucoup moins ailleurs, dans les régions, parce que la situation n'est pas la même. Là-bas, donc, dans les autres régions, même si c'est gouverné par des gens qui sont donc en corruption totale, mais on ne peut pas dépasser certaines limites. C'est eux qui constituent l'interface officielle du régime légitime reconnu ailleurs. Donc, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Mais ça reste la corruption aussi chez eux. Et puis, c'est des momies au pouvoir qui sont là depuis que j'étais enfant, finalement. Et ceux-là, ils sont pareils. Leur résistance est plutôt un musée où il fallait qu'ils quittent le pouvoir déjà il y a 30 ans. Ils sont derrière tous les échecs. Mais dans ces régions-là, on n'a pas la même catastrophe, on n'a pas la même tragédie pour les enfants à l'école. Donc, on ne marie pas les enfants aussi jeunes que dans les régions gouvernées par les houthistes. On n'envoie pas les enfants à la guerre aussi facilement. Et puis, les salaires n'ont pas la même situation que les salaires dans les pays, dans les régions houthiste. Il y a des coupures, parfois il y a des manques de salaire, mais ils peuvent quand même garantir un minimum, mais vraiment un minimum, enfin, même le mot minimum, c'est un mot relativiste, hein, d'accord? Ce que j'appelle minimum, ce n'est pas le minimum qui est de vos têtes, mais c'est un minimum quand même par rapport à là-bas. Monsieur Al-Banani, vous voulez réagir peut-être ou dire quelque chose? Comment? Je t'ai coupé un petit peu. Je sais pas ce que... Vous voulez réagir peut-être ou parler de justement répondre à la question? Non, à mon avis, elle a tout dit, Monsieur Habib. Pour moi, par rapport si on a fini avec comment dire, les questions, je voulais dire qu'il y a aussi des points positifs, des trucs qu'il faut montrer,
que il y a beaucoup des entrepreneurs, mais on parle pas des villages, on parle de que des villes centrales, des villes où il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup des initiatives, et il y a beaucoup de gens qui essayent de faire ce qu'ils veulent pour combattre l'ignorance, comme M. Habib l'a dit, l'ignorance, soit l'ignorance naturelle, soit l'ignorance apprise. Il y a la jeunesse maintenant, elles ont commencé, les jeunes, ils ont commencé de réagir, et maintenant c'est beaucoup plus difficile de contrôler la mentalité des gens. On est maintenant dans un monde avec l'internet, les réseaux sociaux et tout, et tu peux pas dire n'importe quelle chose, et des gens vont juste dire d'accord, on est avec vous. Mais même si tu vois quelqu'un qui supporte, ou qui est avec le côté gauche ou droite, ou avec l'Arabie Saoudite et tout, c'est toujours pour les bénéfices quotidiens, pour les bénéfices juste pour vivre, pour être capable de continuer de vivre dans cette ville-là. Mais en général, à l'intérieur, il n'y a personne qui croit que leurs paroles, soit les Saoudiens, soit les Saoudiens ou les rebelles. Chacun maintenant, il est assez intelligent de réfléchir par lui-même, et de prendre sa décision, ses choix et sa décision. Et par rapport à l'initiative, c'est juste pour regarder les trucs un petit peu positifs. Maintenant, il y a un changement, un petit shift au Yémen vers l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, parce que c'est obligatoire. Il n'y a pas l'essence et le diesel. C'est trop difficile de l'obtenir. Et alors, il y a beaucoup de monde qui sont changés pour opter pour l'énergie solaire et l'énergie des éoliennes, je sais pas quoi, comment dire. Il y a le cours en ligne. Toujours, je parle avec ma sœur, elle me dit que ses enfants, elles font des cours en ligne sur Zoom. Ça, c'était aussi poussé par la crise sanitaire de Corona. Mais ça c'est toujours que pour les gens qui sont un petit peu privilégiés, parce que tout le monde a accès à l'internet, tout le monde a accès à avoir un téléphone assez développé pour avoir une vidéoconférence, ou pour faire les cours, pour apprendre les cours en ligne. C'est juste il faut toujours regarder les points positifs et combattre contre les trucs négatifs. Oui, vous avez raison. Mais merci à tous les deux. Maintenant, on va laisser la parole aux participants s'ils ont des questions à vous poser. Donc, on vous invite à allumer votre micro et puis on vous écoute. Oui, allez-y. Alors, j'ai levé la main, je ne sais pas si c'est comme ça. Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Je voulais remercier vraiment les deux intervenants pour les propos, parce que c'était vraiment passionnant. J'avoue que le Yémen, je ne connaissais pas beaucoup avant que les jeunes étudiantes nous en parlent. Donc, et là, ce matin, ça a vraiment complété mon information, et ça a vraiment permis de prendre conscience un peu plus des difficultés de ce pays. Alors, moi, j'avais plusieurs questions. Je voulais savoir, mais vous avez un petit peu répondu à ma question tout à l'heure, mais peut-être que vous pourrez y répondre encore de manière plus précise. Voilà, je me posais la question est-ce qu'il y a des mouvements populaires de rébellion contre le régime, notamment de la part de la jeunesse, ou est-ce que concrètement on voit quelque chose, les choses évoluer? Mais bon, vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, monsieur. Donc ça, c'était ma première question.
Est-ce que je mets. J'ai trois questions, j'en aurai d'autres, mais j'en ai trois qui me viennent vraiment, enfin, qui me tiennent à cœur. La deuxième, ce serait est-ce que ceux qui suivent des études, est-ce que les étudiants qui suivent des études peuvent trouver du travail sur place? Et puis ma dernière question, ce serait par rapport à la menace qui peut peser sur les personnes justement les intellectuels. Est-ce que les intellectuels en place, est-ce qu'ils sont menacés? Est-ce qu'ils doivent quitter le pays pour pouvoir s'exprimer librement? Voilà, je vais arrêter là, j'en aurai d'autres, mais bon, je vais laisser la parole aux autres quand même. Merci en tout cas. Donc on vous invite à répondre. Ok, D'accord. Je peux commencer si vous voulez, Ouais. ou Oussama, ok. Donc, oui, sur les mouvements populaires, je crois Oussama a déjà anticipé un peu. En fait, d'abord, au Yémen, il y a eu beaucoup de révolutions, les gens se révoltent. Disons, se révoltent de temps en temps. C'est pas, malheureusement, c'est jamais assez, etc. Mais quand il y avait le printemps arabe, le printemps yéménite était assez remarquable parce que la révolution était partout, tous azimuts, toutes les villes, contrairement à en Égypte, c'était Blas Tahrir, dans les deux grandes villes, contrairement à d'autres pays. Là, c'était omniprésent, la révolution était omniprésente. Tous les villages, toutes les villes, les gens voulaient en débarrasser du Ali Abdel Saleh et tout son régime qui a causé toutes ces catastrophes durant 33 ans. N'oublions pas que lui est l'origine un des deux origines de ce mal-là, parce que c'est lui qui a donné, même si la révolution a réussi à le chasser, il avait quand même ses fils, sa famille qui avaient le pouvoir armé. Et beaucoup de casernes restaient dominées par ses troupes et ses alliés. Et c'est lui qui a ouvert ces casernes aux putschistes. Par rancune, il n'a pas accepté qu'il ait été rejeté du pouvoir 2 ou 3 ans avant. Il n'a pas arrêté du magouiller ou d'essayer de changer les événements pour revenir au pouvoir. Donc il s'est allié avec eux et du coup tout le drame, toute la tragédie actuelle a commencé par ça. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a eu une superbe révolution contre Saleh, assez remarquable dans le monde arabe, parce qu'il y avait parfois on voyait des millions, je ne sais pas s'il y avait des photos qui remplissaient la une du Monde ou des journaux ici, avec des manifs jamais vus dans le monde arabe, qui étaient donc pour qu'il tombe. C'était un dégagisme exceptionnel qui a eu lieu sur place. Et ça a duré des mois. Il y avait l'équivalent de Blas Tahrir, il est resté presque une utopie. Les gens sont là, et puis il y avait un rêve national. Les gens, en fait, les gens des tribus et d'autres, on va laisser les armes, on va démarrer une nouvelle vie. C'était des mois de rêve. Tout le monde se rappelle de ces mois-là. On voyait bien une autre renaissance qui a démarré. Donc, ça pouvait donner tout de suite l'impression que maintenant on démarre une nouvelle vie. Mais je répète, la malédiction du Yémen est entourée par des pays. Donc, les pays voisins ont proposé un accord qui s'appelle l'accord des pays du Golfe. Et puis, on est rentré dans un processus politicien qui voulait se débarrasser de personne, finalement. Il a gardé tous les anciens régimes. Saleh aussi, il en faisait partie. Donc, c'est des magouilles politiques incroyables qui ont réussi à... Parce que si vous imaginez un Yémen démocratique, progressiste de cette région du monde, pour ces pays-là, c'est le début de la fin, c'est la fin c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc cette révolution-là les a beaucoup gênés à l'époque. Donc on est rentré dans des magouilles politiques qui a terminé par la donnée des casernes aux putschistes par Saleh lui-même, qui a été chassé 2 ou 3 ans avant. Du coup, ça a tué cette révolution. Je me reviens un peu toujours à la même question, ce que la révolution a dit. Mais cette révolution a laissé des traces. C'est vrai, ces putschistes, tout de suite, ils ont emprisonné, tué les vrais opposants, humilié les gens. Donc, ils rentraient directement dans la maison de l'opposant, ils prenaient des photos dans son lit,
là où il dort avec sa femme, enfin dans sa chambre, pour juste humilier, et tout le monde est parti. Enfin, tout le monde, tous les opposants classiques qui ont quitté le pouvoir, ont quitté le Yémen, mais les germes de cette révolte existent toujours. Là, on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, comme disait Oussama, on est assez étonné par le changement. Puis, les gens sont ouverts, ils voient un peu ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui se déclarent athées, qui pouvaient croire ça, mais c'est un nombre extrêmement important. Il y en a qui se déclarent agnostiques, il y en a qui se déclarent de toutes les. On voit rarement des gens qui peuvent oser dire qu'ils sont liés aux uns aux autres. Donc, sauf que donc, on oublie toujours ça, mais c'est la vérité. Quand on a le ventre vide, on ne peut pas organiser une révolte, on ne peut pas trop débattre sur des questions intellectuelles ou des questions, des projets. C'est ça qui casse un petit peu l'état actuel. Mais l'évolution, comme disait Oussama au début, effectivement, cette ouverture sur le monde par Internet ou autre, laisse les gens voir qu'on peut vivre autrement. Donc, il y a un progrès autour de ça. Les gens sont de plus en plus. Mais c'est un rapport de force. C'est un combat entre ceux qui ont l'argent, qui peuvent acheter des gens, et entre ceux qui peuvent résister avec les moyens de bord. Donc, c'est pas toujours facile. Ça explique pourquoi on est en train de zigzaguer en ce moment, que la population ne sorte pas, les populations ne sortent pas pour faire des grandes manifs. C'est très difficile, vraiment très difficile actuellement, parce que d'abord, les putschistes et les milices n'acceptent rien. Ils sont partout, il n'y a pas d'État. Peut-être s'il y a un État ou un minimum d'ordre, les choses peuvent changer, les révoltes peuvent récolter un peu de cette conscience qui s'est développée durant 10 ans, durant la révolution du 2011. Mais pour l'instant, c'est très très compliqué. Ça, c'est pour parler un peu des mouvements populaires, etc. Les étudiants qui travaillent, qui trouvent de l'emploi, non, malheureusement, souvent non. Pour ceux qui sortent des écoles privées de haut niveau, enfin du niveau, qui ont les moyens, qui ont étudié quelque chose au niveau technique, ont pris des choses, ils peuvent trouver évidemment du travail. Encore là, on distingue entre ceux qui font partie du. Par exemple, avant, quand on est le premier de sa promotion, on avait une place à l'université pour ce qu'on appelle pour faire comme assistant. Enfin, maintenant, non, même si on est premier, les places sont données aux fils des gouvernants et à ceux qui appartiennent au pouvoir. Donc, les routes sont coupées avant. Avec le niveau, on pouvait espérer quelque chose. Maintenant, non. Si on commence à raconter les cas, une fois je partais avec ma famille, on a pris une voiture pour se promener du Taez vers Tehama sur la mer Rouge. Et celui qui était chauffeur, il était le premier de sa promotion, extrêmement brillant, mais il n'avait rien à faire. Enfin, tout ce qu'il pouvait faire, c'est prendre la voiture de quelqu'un pour conduire et partager avec lui les bénéfices. Il n'est pas le seul, c'est toujours comme ça. Donc tous les premiers, ils ne peuvent pas trouver de travail. Le travail, quand ça existe, soit pour ceux qui font partie du gouvernement, soit pour des gens qui servent de privé, soit par des gens qui sont très doués, qui ont réussi à avoir un travail, mais disons, c'est des minorités. On ne peut pas parler de ça comme des cas généraux. Les menaces pour les intellectuels, oui, c'est des menaces réelles. Les Houthis ont affamé des journalistes, ont tué des journalistes, ont laissé jusqu'à la dernière minute de les prisons. Ils sortent comme des squelettes à la dernière minute. Et les milices au sud, et les milices qui sont dans les régions libérées ou d'autres, parfois ils utilisent la même chose. Aux années, il y a 4-5 ans, ils ont tué deux jeunes qui ont vos âges, 2 garçons. Il y a un qui s'appelle, un exemple, c'est le début.
Deux, pour des raisons. Il y a un qui disait, tout simplement, il a écrit sur sa page Facebook que donc, vous voyez Dieu dans les cimetières, moi je le vois dans les roses. Juste pour des phrases comme ça, aussi belles que celle-là, on l'a tué tout de suite. Et puis, quelques mois après, on a tué un là celui-là, il s'appelle Omar Batabil. C'est un jeune qui est vos âges. Il a votre allure magnifique. Lui aussi, il était comparable à vous deux là, d'accord. Et puis, un autre qui avait votre âge aussi, qui avait votre allure également. Quelques mois après, on l'a tué dans un café internet parce qu'on l'accusait d'athéisme, alors qu'il était tout simplement, il parle de laïcité, il voulait un monde où il y a la liberté de conscience, on accepte tout facilement. Et aussi, enfin, et on l'a tué d'une manière atroce dans un café internet. Et donc, pour vous dire qu'ils savent comment cultiver la peur chez les gens. Ils choisissent des symboles forts. L'un comme l'autre avait un réseau d'admirateurs et d'amis qui voulaient changer la vie. Le lendemain de la tuerie du deuxième, tous les gens de son âge sont partis en Égypte, en Géorgie, trouver d'autres façons de vivre, et par des dizaines ou des centaines. Donc l'affaire est compliquée, c'est une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle très dure, très dure. Évidemment, ils ne vont pas gagner à vie, parce que quand même le rapport de force, la culture, Internet, les gens, quand on a vu, ils sont libérés, les gens, on ne peut pas imaginer. Ce qu'ils écrivent sur leurs pages, sur les réseaux, une libération qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Moi, je me souviens, quand ça a commencé le printemps arabe, j'avais écrit 4 articles dans une revue arabe, pour tous les pays arabes, qui sort de Londres, sur la laïcité. Tout de suite, il y a des collègues, des copains, des gens qui disent un peu trop tôt de parler de ces mots-là, parce que là-bas, on peut parler de tous les mots, mais le mot laïcité, le mot Darwin ne sont pas très aimés. Donc, on me disait, attends un petit peu et tout. Bon, et je vois 1 an après ou 2 ans après, les gens me dépassent entièrement. Et la liberté, cette rage de liberté qui existe à côté de cette rage d'apprendre dont j'ai parlé avant, qui est un des traits de cette société-là, existe. Et heureusement qu'elle existe. Ça veut dire que les gens, ils ne veulent pas être esclaves d'un régime qui leur dit faites ceci, faites cela. Et puis, il y a cette liberté au fond. Mais cette liberté au fond, justement, parce qu'elle existe, parce qu'elle a fait des preuves en 2011, et dans les anciennes révolutions contre l'imam avant, elle n'est pas aimée. Elle n'est pas aimée par le contexte géopolitique. Et puis, elle n'est pas aimée par les obscurantistes. Du coup, on vit cette guerre spirituelle en permanence. Je crois. Juste si je peux rajouter de ma part, par rapport à la première question, est-ce que les gens se révoltent et tout, la question, si les gens cherchent de se révolter, ils vont révolter contre qui? Est-ce qu'ils révoltent contre des Émiratis, les Émirats dans les villes du sud et leurs milicias? Est-ce qu'ils révoltent contre au nord les gens qui sont supportés par l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'ils révoltent contre les rebelles qui sont yéménites à la fin? Il faut dire ça, il faut dire qu'ils sont yéménites. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'une autre révolution, c'est la solution? Il faut que les Yéménites se ressemblent entre eux, sans avoir des partenaires à l'extérieur. Parce qu'on a jusqu'à maintenant l'État légitime qui habitent à l'Arabie Saoudite. Alors, ils n'ont pas leur décision. C'est ça. À notre révolution, de mon point de vue, je pense que c'est pas la solution. On cherchait juste de se rassembler. Et on a aussi au Yémen un problème d'élite.
il n'y a pas des politiciens, des leaders qui peuvent diriger la période maintenant. Pour la deuxième question, le travail, comme l'a dit M. Habib, c'est facile, même si tu trouves le salaire est pas suffisant. Tu peux pas vivre en maison, tu peux pas avoir en famille avec le salaire que tu vas recevoir. Et c'est plutôt pour les gens qui font les études techniques, pour les ingénieurs, les médecins. Mais dans ce cas-là, on a toujours au Yémen, on a toujours la solidarité sociale. On est toujours dans une communauté où se trouvent le parent et le grand-parent, ils vivent dans la même maison. Alors, juste avec ce moyen-là, elle peut vivre, elle peut survivre. Par rapport à l'intellectuel, je peux rien rajouter parce qu'elle a tout dit, M. Habib. Si tu dis quelque chose contre tel parti ou tel parti, t'es mort. Il n'y a pas de question. Très bien, merci. Ouais. Voilà. J'ai profité de réponse du Oussama pour chercher quelques photos sur Internet. Mais bon, j'aurais dû vous montrer un peu la photo très expressive de l'enfant qui va à l'école. Il est à côté de l'enfant qui porte les armes. Oui, c'est à côté de Old Sanaa, c'est à côté de Bab el-Yaman. Oui, tu as cette photo-là. Si tu l'as, ça serait vraiment bien de la montrer. Mais là, parce que les dernières phrases, donc ça c'est Omar Batawil, c'est celui qui a dit « Je vois Dieu dans les roses et vous voyez dans les cimetières, on l'a tué pour ça ». Ça c'est Amgad Abdurrahman qu'on a tué dans un café internet pour des raisons que je vous ai expliquées, parler de laïcité. Et puis j'ai encore, bon là c'est des enfants qui portent les armes de les régions houthistes, mais il y a des photos qui sont plus expressives, qui montrent comme celle que je vous ai parlé. C'était juste comme ça pour un petit peu vous mettre dans le contexte iconographique du sujet. Merci. Malheureusement, vous avez une question peut-être? Oui, alors tout d'abord, je voudrais vous remercier infiniment pour vos témoignages qui sont saisissants et poignants. Vous nous apportez des informations à la source et en même temps des éléments qui me sidèrent. Et vous avez aussi permis de recadrer une situation catastrophique, une tragédie, comme vous l'avez dit, qui est même une tragédie plurielle, parce qu'il y a la dimension éducative qui est la thématique d'aujourd'hui, mais on voit bien à vous écouter que c'est une tragédie qui dépasse l'éducation, et l'éducation est primordiale. Vous avez parlé d'une mort éducationnelle. Vous avez utilisé le terme d'une éducation radieuse. Aujourd'hui, c'est une éducation brisée, même pire. Alors, c'est vrai que toucher les enfants, c'est toucher à la vie et à l'avenir. Alors, comment ne pas être pessimiste ? Quels moyens pour lutter contre la mort éducationnelle, et puis contre tout le reste qui est aussi très tragique. Et puis une autre question, c'est pas vraiment une question, mais par rapport à l'éducation, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que finalement
l'école n'est plus du tout un lieu d'apprentissage, ce qui est la vocation première, bien sûr, mais que c'est un lieu de propagande. Voilà. Merci. Alors juste, je vais vous laisser y répondre assez rapidement quand même pour qu'on puisse finir à l'heure, parce qu'il y a des personnes qui sont contraintes de partir. Nous-mêmes, avec Elodie, on va être contraintes de partir vers midi. Mais donc voilà, je vous laisse y répondre assez rapidement si possible. Merci. D'accord, donc je veux dire très vite 2 mots sur chaque question. Comment ne pas être pessimiste? Je comprends l'étendue de cette question-là. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire, c'est plus de présence, des émissions comme ça, de faire des pressions pour qu'on parle du Yémen, que les gens comprennent et puis qui aident. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire en ce moment. Pour que les gouvernements aussi interviennent, ils changent le rapport, enfin rectifient le tir, parce que là, il y a une indifférence totale, comme on a dit, un oubli, et on laisse ce pays périr. Il y a une lassitude totale, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est plus de pression, chacun de son côté, comme il peut. Cette émission est un exemple important, même si ça ne sera pas vu par des centaines de milliers de gens, mais au moins, il faut commencer par ça. Donc, comment il s'appelle ça, c'est pour la question liée au pessimisme. Est-ce qu'on peut dire, dans certaines régions, surtout dans les régions de Houthiste, que l'école est devenue un lieu de propagande? Oui. Ailleurs, il y a encore cette résistance, il y a encore la trace de l'école ancienne qui reste, et le fait que ça allait est rejeté avec son équipe obscurantiste grâce à la révolution du 2011, ça peut amener vers des programmes scolaires meilleurs qu'avant. Donc il y a quelques lueurs d'espoir dans les régions en dehors du Butch. À l'intérieur des régions du rebelle de Houthiste, oui, c'est un lieu de propagande qui est très grave, qu'il faut absolument, si on veut éviter qu'il y ait des générations des gens qui ont eu un lavage de cerveau raciste, il faudrait faire quelque chose. Et ça, c'est l'UNICEF, tous les organismes, il faut qu'ils prennent ça en compte. Il n'y a pas que, c'est-à-dire, ok, les écoles qui sont fermées, c'est une catastrophe, mais les écoles qui sont ouvertes pour apprendre des choses dangereuses, c'est également une grande catastrophe. Je m'arrête là pour ces questions-là. Merci. Monsieur Al-Badani, vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Pour moi, c'est même dans les régions qui sont contrôlées par les Houthistes, je pense qu'il y a toujours l'éducation, il y a toujours l'enseignement, parce que il ne faut pas oublier que les enseignants, ils sont toujours là pour faire leur rôle. Alors, il y a des enseignants, même si à la façade, ils disent qu'ils suivent les Houthis, mais comment dire, à l'intérieur, ils sont toujours là pour donner une éducation à leurs élèves. On a des cours scientifiques, et elles ne peuvent rien faire avec ça. Même si elles veulent, elles ne savent même pas. Elles n'ont rien dans leur tête. Elles ne peuvent rien faire avec le mathématique, avec le physique, avec le biologie, le chimie. Pour ça, au moins, on a les cours scientifiques sont toujours pas touchés, si on veut dire. Dans les écoles privées, souvent. Dans les écoles de l'État, c'est vrai ce que tu as dit, que les enseignants, ils ont le cœur ailleurs, ils sont même les opposants de ces gens-là, donc tout ne passe pas. Ils filtrent certaines choses, ils résistent contre des choses, mais le pouvoir est aussi là, et puis c'est un combat interminable. Ouais. Par contre, je trouvais le photo, ce que vous voulez, Monsieur Habib, de montrer mais je ne sais pas comment je peux partager mon écran si je peux. Ou sinon, vous pouvez l'envoyer peut-être dans la conversation? Oui, il y a ici une conversation.
Ok. Là où il y a Ok, c'est là où il y a un c'est point très. rouge. Oui. Ouais. Là où il y a un Ok. point Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions peut-être? Ouais. Moi, je voudrais dire un mot. Oui. D'abord, vous remercier infiniment pour votre intervention parce qu'on a appris tellement de choses. Alors, on en savait bien sûr, malheureusement, on sait que les enfants sont les premières victimes de ces histoires d'adultes, bien sûr. Mais vous avez nourri notre sensibilisation, c'est-à-dire que ce qui s'est passé aujourd'hui, nous, on va pouvoir le diffuser. Alors, effectivement, ça va être à une petite échelle, mais les mots et les messages vont passer. Donc, merci encore à vous deux. Je trouve que vous avez été très complémentaires. Et c'est vrai que c'est une catastrophe, bien sûr, pour les enfants. Mais je veux garder aussi le message. Je vous permets d'appeler Oussama. Je ne sais pas votre nom, je suis désolée. Je veux garder le message positif de la jeunesse qui peut bouger, qui peut, par les réseaux sociaux, voilà, se nourrir de choses positives et d'échanger avec d'autres jeunes. Et vraiment, un grand, grand merci à vous deux parce que c'était très riche. Et pour nous, c'est très important. Voilà, merci. Merci à vous tous. Hein. C'est vraiment, on compte sur vous, évidemment, à l'UNICEF, mais merci infiniment aux organisateurs. C'était vraiment une Merci aux initiative. filles, bien Et sûr. puis, moi, Elles ont fait un gros travail. dès qu'il y a un lien, je le mettrai je l'envoie à mes réseaux et puis après, l'information se diffuse comme ça. Nous aussi, on vous remercie, hein, évidemment. Donc, merci à vous deux, les intervenants, d'avoir accepté de participer. Comme l'a dit Pascal, c'est vrai que vous nous avez apporté beaucoup d'informations. Et je pense que ce sera aussi très intéressant pour tous ceux qui n'ont pas pu participer là actuellement, mais qui pourront découvrir ensuite la conférence sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Merci aussi à Aïssata, Christelle et Pascal de l'UNICEF, qui du coup nous ont permis d'organiser ce projet et de le mener à bien. Mais évidemment, ce n'est pas encore fini parce que on a la cagnotte qui est ouverte jusqu'au 31 juillet. Donc Elodie, je pense, va vous envoyer le lien dans la conversation. Et puis merci à tous les participants aussi qu'on puisse se libérer pour venir écouter votre expérience aux intervenants et évidemment se sensibiliser à la cause qu'on défend. Donc merci à tous. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une bonne journée. On vous communiquera le lien de la conférence si vous souhaitez la revoir ou la partager. Absolument, très bien. Bon, oui, on attend ça avec impatience. Ce sera mi-quand exactement à peu près? Alors, on va voir peut-être s'organiser pour s'en occuper ce week-end. Après, voilà, on est actuellement en stage, donc c'est vrai qu'on est pas mal occupé, mais on va essayer de faire ça au plus vite. Bon courage et puis bonne chance. Et puis, on est là pour continuer un peu le projet.